Bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents et présentes pour le meeting de ce soir sur la culture organisé par la gauche anticapitaliste, qui est une organisation révolutionnaire sur laquelle vous pouvez trouver plus d'informations soit sur notre page Facebook, soit sur le site de la gauche anticapitaliste. Donc n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous pour la diffuser. Donc ce soir, nous allons parler du monde de la culture, qui, comme on le sait, a été particulièrement impacté par la crise sanitaire. Donc, alors que les aides pharaoniques sont prévues déjà pour les grandes entreprises, pour les aéroports, les compagnies aériennes, etc., et qu'on incite les gens à aller consommer des objets inutiles, les avancées se font au compte-gouttes pour les artistes, les techniciens et les techniciennes, les travailleurs et les travailleuses du monde culturel, dont les conditions de travail d'avant-crise étaient déjà loin d'être faciles. Alors, nous allons ce soir tenter de répondre à plusieurs questions. Quels sont les problèmes actuels pour les travailleurs et les travailleuses des arts et de la culture? Quelles revendications émergent? Quelle est la place des arts et de la culture dans la lutte contre un capitalisme en crise? Quelle alliance et convergence avec les autres secteurs précaires de la classe travailleuse on peut voir émerger également. Donc, pour discuter de tout ça, il y aura 5 invités. Donc, Sarah De Vries, qui est chanteuse lyrique et animatrice du collectif Artistes Affiliés. Stéphane, de la coordination des intermittents d'Île-de-France. François Ouard, comédien et militant de la gauche anticapitaliste. Et Martin Willems, membre de United Freelancer et de la CSC. Sachez que vous pourrez vous poser vos questions en commentaire de cette vidéo après les 4 interventions. Et donc, nous aurons un temps pour y répondre, environ 20 minutes. Donc maintenant, je vais donner la parole tout de suite à Sarah. Voilà, Sarah, c'est à toi. Bonjour Fanny, et merci beaucoup à la gauche anticapitaliste de m'avoir invitée pour ce live Facebook. Je vais essayer donc assez brièvement, d'une part, de vous parler de la genèse de notre collectif Artistes Affiliés, qui a vu le jour en plein milieu de la crise Covid, et ensuite de vous expliquer comment est-ce qu'Artistes Affiliés a été finalement s'est retrouvé embrigadé dans les discussions avec les différents cabinets, le cabinet de la première ministre Wilmès et le fédéral, le gouvernement fédéral, et avec les différents cabinets régionaux, communautaires. Voilà. Donc tout d'abord, Artistes Affiliés, c'est un petit collectif en fait qui est né à la base d'un autre collectif de chanteurs lyriques. Donc on n'est que des musiciens classiques, ce qui est important à souligner parce que le monde de la musique classique est un milieu pas du tout organisé politiquement. Donc on n'avait pas l'habitude et on n'avait pas l'expérience de se fédérer, de se regrouper et de travailler ensemble. Donc je pense que ça a été déjà pour nous un premier pas très important et dont on est fiers d'avoir lancé ce mouvement-là. Et puis finalement, en fait, la première action qu'on a faite, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut réagir le plus vite possible, parce qu'on était tous directement touchés par la situation. On a perdu notre travail du jour au lendemain, donc on avait des statuts dans le collectif tous très différents. Donc moi, par exemple, je bénéficie de ce qu'on appelle le statut d'artiste. D'autres ont des statuts d'indépendants complémentaires, d'autres n'ont pas du tout de statut et donc étaient les personnes les plus précarisées dans notre collectif. Et c'est surtout pour ces personnes-là, dans notre collectif et en dehors, musiciens et pas musiciens, donc vraiment tous les travailleurs et toutes les travailleuses du secteur culturel qui n'ont pas de statut, qu'on a voulu aider. Et on s'est dit, au fond, quelle est l'action la plus efficace qu'on va pouvoir mener? Ça va être de faire un appel à tous ces travailleurs et toutes ces travailleuses du secteur de la culture à rejoindre les fédérations professionnelles qui représentent leur secteur. Voilà, notre idée, c'était d'une part de se dire, eh bien, si ces fédérations professionnelles comptent plus d'affiliés et plus de membres, eh bien, elles vont avoir plus de poids dans les discussions avec, dans leurs en tant qu'interlocuteurs avec le gouvernement.
mais aussi dans l'espoir, parce qu'on le sait très bien, les fédérations professionnelles en Belgique, ce sont des organes, pour certains, qui sont très, très datés, qui remontent parfois au début du XXe siècle. Et donc, on s'est dit, bon, c'est aussi peut-être l'occasion de faire déferler une vague de jeunes au sein de ces fédérations, dans l'espoir que peut-être on pourra un petit peu changer de l'intérieur le fonctionnement de ces organismes un peu datés. Voilà. C'est par exemple mon cas, puisque moi je vais me présenter pour entrer dans le CA de l'Union des artistes, qui pour l'instant ne compte que très peu de femmes, que très peu de jeunes et pas du tout de musiciens. Donc voilà, c'est une tentative, on va voir ce que ça donne, mais j'ai espoir que ça peut peut-être faire bouger les choses. Je pense qu'il est important aussi de souligner qu'il y a une autre réussite comme qui nous tient vraiment à cœur, c'est que les artistes plasticiens, qui ne sont pas des moindres en tant que secteur, n'étaient pas fédérés, il n'y avait pas de fédération professionnelle qui existait jusqu'à aujourd'hui, et notre appel leur a permis de... Voilà, ils se sont lancés dans l'aventure, et donc il y a enfin une fédération des artistes plasticiens qui est en train de voir le jour. Et là, pour le coup, comme elle naît depuis rien du tout, elle se fait dans une atmosphère beaucoup plus démocratique et beaucoup plus horizontale et collective, ce qui nous fait évidemment très plaisir, et on espère pouvoir s'en inspirer pour la suite. Alors, ce qui a été un peu surprenant pour nous, c'est que notre toute petite machine, donc notre tout petit collectif, s'est en fait retrouvé avec une position très intéressante vis-à-vis des fédérations, parce que tout simplement parce qu'on n'avait pas de passé, on n'avait pas de passif avec elles, et donc on est devenu une espèce d'oreille où, alors je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à dire qu'on a l'impression d'avoir la confiance de beaucoup de fédérations jusqu'à maintenant, même de certaines grosses et anciennes fédérations, ce qui est quand même une avancée qui me paraît intéressante. Et donc on a été inclus jusqu'à présent dans toutes les séries de réunions et de discussions qui ont eu lieu avec le gouvernement. Et ça me fait venir du coup à vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu récemment et à essayer de faire un topo à ce niveau-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, vous savez qu'évidemment, certaines fédérations ont été très, très actives dans leurs revendications. Il y a toute une série de revendications qui a été faite. Je vais vous citer les 5 axes principaux qui sont vraiment un peu les clés de voûte de leurs revendications, mais donc de nos revendications aussi. C'est le principe de l'année blanche, donc le fait qu'évidemment, à cause de la crise Covid, pour tout ce qui est en termes de statut, de pouvoir renouveler éventuellement ce qu'on appelle le statut d'artiste. Je signale bien que le statut d'artiste en Belgique, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas un vrai statut, c'est juste un droit, un accès au chômage avec des petites adaptations qui font que le chômage n'est pas dégressif après un an d'allocation. Donc, ce principe d'année blanche qui permet de prolonger la période durant laquelle on va devoir attester d'avoir travaillé, d'avoir fait des prestations artistiques. Ça, c'est de 1. De 2, l'accès au chômage, soit au chômage temporaire, soit au chômage technique. C'est pas la même chose, je pourrais en parler si certains sont intéressés par ces détails-là. Pour tous, c'est-à-dire, et principalement pour les gens qui n'ont pas de statut, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une inquiétude de la part des fédérations de dire maintenant il y a des gens très très précarisés, les pigistes, les gens qui travaillent vraiment avec des RPI ou comme ça au cachet ponctuellement un soir puis l'autre, mais qui n'ont pas de contrat vraiment à proprement parler, ou de contrat de CDI ou de CDD. Alors, il y a aussi une notion importante qui était que depuis, je pense que c'est une loi qui a changé en 2014, on interdit au statut d'artiste de pouvoir cumuler leurs allocations de chômage avec leurs éventuels droits d'auteur, ce qui pose évidemment un énorme problème et ça discrimine énormément le secteur artistique. Ensuite, il y a la question de tous les artistes qui ont des statuts éventuellement complémentaires. Par exemple, des artistes qui vont aussi avoir des petites heures d'enseignement, mais qui ne leur permettent pas du tout de survivre, ou qui ont des statuts d'indépendants complémentaires. Voilà, donc il y a tous ces gens qui ont une espèce de statut flou. Comment est-ce qu'on va leur permettre d'accéder à éventuellement des droits passerelles ou de nouveau, ça c'est pas évident à gérer. Et enfin, le dernier point qui me paraît être un point fondamental, c'est l'exigence et vraiment la requête de créer un task force
qui va être en consultation permanente et à long terme avec le gouvernement fédéral et avec les gouvernements régionaux, communautaires. Voilà. Donc, ça, c'était nos 5 revendications. Ces 5 revendications, grosso modo, ont été reprises peu ou prou dans une proposition de loi du PS qui a été reçue en première lecture, adoptée en première lecture. Et donc, à la suite de cette proposition de loi, il s'est suivi 2 semaines de réunions, de commissions interministérielles, et c'est là que j'arrive je vais vous faire un petit calendrier. Donc, le lundi 25 mai, il y a eu une première commission interministérielle auquel ont été invitées toutes les fédérations et un représentant d'artistes affiliés. C'est important de signaler que là, c'était vraiment au fédéral. Donc, tous les ministres il y avait la ministre Meul, ministre de l'Emploi, il y avait la ministre, évidemment, notre première ministre, Madame Ouimes, il y avait Monsieur Yann Bonne, ministre de la Culture en communauté flamande, enfin en Flandre, la ministre Linard, qui est la ministre de la Culture en communauté francophone, le ministre du Budget, Monsieur De Croo aussi. Donc voilà, il y avait, je me souviens plus exactement, mais je pense une douzaine de ministres qui étaient présents et les fédérations étaient là, ont pu faire, ont pu appuyer ces revendications dont je vous parle. Ensuite, le 29 mai, il y a eu un débat donc des questions parlementaires en fait devant la Chambre, devant le Parlement, pour justement débattre avec des acteurs du secteur culturel. Donc là, il n'y avait pas seulement les fédérations, les représentants des fédérations, mais aussi des artistes indépendants qui ont été questionnés par les parlementaires et qui ont pu eux-mêmes poser des questions. Et ensuite, donc ça, c'était tout ce qui concernait en fait les questions de crise. Les revendications, les 5 points de revendication dont je vous ai parlé, c'était ce qui concernait la situation actuelle et comment gérer la crise maintenant. La semaine qui vient de s'écouler maintenant a été dédiée, quant à elle, aux questions du déconfinement et à comment organiser le déconfinement. Donc là, il y a eu maintenant des réunions Zoom. Le lundi 1er juin, on a été appelé, mais il faut se rendre compte qu'en général, on est au courant de ces réunions la veille. Donc c'est un peu, c'est très compliqué à organiser. Moi, je trouve ça très désorganisé. Et donc, le 1er juin, on a à nouveau été présent pour avoir une séance de nouveau de questions de la part du secteur vers le HIES, qui est donc l'organe d'experts en matière de déconfinement qui conseille le gouvernement. Et donc, on a pu discuter entre le cabinet de la Première ministre et les différents cabinets et avec le HIES pour se mettre d'accord sur les protocoles de déconfinement qui avaient été proposés en amont par les fédérations. La petite blague, c'est que c'était le lundi de Pentecôte et que donc Madame Linard n'était pas là. Et donc, rebelote, le 2 juin, on recommence un Zoom avec de nouveau tout le monde et Madame Linard, avec apparemment des informations qui n'ont pas été tout à fait identiques. Donc, c'était, il y a quand même un embrouillamini d'organisation. Enfin, l'organisation n'est pas très claire. Je vais terminer, je ne sais pas s'il me reste encore du temps, mais je vais clôturer en disant juste un mot sur le fait que les Flamands, depuis le début, sont très organisés. Évidemment, vu la situation, je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a eu des coupes budgétaires énormes dans la culture. Déjà, il y a un moment, et donc à ce moment-là, ils ont réagi tout de suite. La crise, en fait, a commencé pour eux bien avant. Donc, ils étaient déjà organisés au moment de la crise Covid. Et en fait, nous, le secteur francophone est en train de ramer pour rattraper leur organisation. Donc, il y a en fait un SPOC, ce qu'on appelle un SPOC, qui est une personne de contact maintenant, qui joue le rôle de messager entre les fédérations et le cabinet de Madame Ouimes et le HIES. Le SPOC flamand a été désigné immédiatement. Il s'appelle Tom Kestens, c'est un type vraiment formidable qui a fait un boulot super. Il faut savoir que le State of the Art, dont fait partie Tom Kestens, et Else Silverns Barclay, qui a aussi rejoint le SPOC. Donc maintenant, il y a 2 SPOC flamands. Et une organisation vraiment clairement engagée à gauche, ce qui fait quand même du bien, et qui est indépendante. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à noter. Je pense que François reviendra là-dessus, qui a fait un point d'honneur à dire nous, on représente des artistes indépendants et des petites associations.
on ne veut pas de SABAM, on ne veut pas de gens qui dirigent en fait des boîtes et qui font du coup qui ont des doubles agendas politiques. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à signaler. Et par contre, du côté francophone, au moment de désigner les SPOC francophones, c'est la guerre, en gros. Donc là, on a bon gré mal gré, on arrive quand même à désigner quelqu'un, mais pas de façon démocratique. Donc c'est toujours en attendant de mieux. Donc je conclus en disant le rôle d'artiste affilié maintenant, ça va être, on va essayer justement d'essayer de proposer aux fédérations un processus démocratique, ce qui va être une grande première. Pour l'instant, on a plutôt la confiance des gens, mais en essayant pour essayer de désigner ce fameux SPOC. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Sarah. Je donne maintenant la parole à Stéphane. Oui, bonsoir. En fait, voilà, depuis Paris, on m'a demandé de raconter un peu l'histoire de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Bon, donc je vais le faire. Disons qu'en France, depuis les années 70, il y a un système d'indemnisation des artistes et des techniciens du spectacle spécifique qu'on appelle le régime des intermittents. En fait, il prend en compte la spécificité des métiers, donc la pluralité d'employeurs, des salaires à échelle variable pour la même personne et des contrats à durée déterminée. Ce qui permet d'être en dehors du régime général des autres chômeurs. Donc, par exemple, d'éviter la dégressivité dont parlait Sarah. Ce système a paru très enviable à beaucoup de personnes puisqu'il est passé de 30 000 allocataires dans les années 80 à 100 000 en 2003. Pour exister, il est géré en fait de manière paritaire par les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. Et donc, il doit être remis en négociation tous les 3 ans environ, pour dire vite. En 2003, le patronat décide de faire une grande réforme alliée avec un syndicat qui est la CFDT pour restreindre le nombre d'intermittents, pour le dire rapidement. Et ils ont la très mauvaise idée de signer leur accord le 26 juin 2003. Le 26 juin, c'est juste avant les festivals. Donc, on a quand même compris qu'ils connaissaient mal la question, ça c'était très évident, puisqu'on a compris que ce qu'il fallait faire, c'était se mettre en grève et que les festivals n'aient pas lieu. On a aussi, ça s'est fait un peu spontanément, je dirais ça comme ça, eu envie de créer une structure qui était séparée des syndicats qui sont forcément, qu'on trouvait corporatistes, en fait. Et parce qu'on voulait on voulait défendre notre situation d'intermittent, mais aussi la raccorder à celle de tous les chômeurs et tous les précaires. Donc, juste pour te corriger, en fait, c'est la coordination des intermittents et précaires. Et c'est vraiment ça qui a donné la naissance à notre mouvement, et ça s'est fait en AG, ça s'est décidé en AG. Voilà. On s'appelle Coordination des intermittents et précaires, et le slogan, c'est ce que nous le défendons pour tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on demande, c'est l'extension à tous les travailleurs précaires d'un statut qui peut ressembler à celui des intermittents. La grève, ça a été un grand succès en 2003. C'était une grève, c'était un blocage en réalité qu'on a fait, et surtout à Avignon. Donc Avignon n'a pas eu lieu, Avignon a été annulé, il y a eu plein d'autres festivals qui ont été annulés. Et voilà, TIPA, que d'un seul coup, ils se sont rendus compte que ce n'est pas uniquement la culture qui perdait beaucoup d'argent, mais c'est toute l'industrie qu'il y avait autour. Donc, que nous avions un pouvoir de nuisance qui dépassait très nettement le cadre strict de la culture. L'économie d'Avignon et du Vaucluse, s'il n'y a pas le festival, c'est comme le Covid. Donc, c'est catastrophique.
Donc, alors, ça nous a donné un peu une certaine force. Et après, on a surfé dessus. Et ce qu'on a pu, pendant des années, faire pas mal de choses. On a pu occuper des lieux successifs, ce qui nous permettait de nous organiser, notamment à Paris. On a pu aussi mener tout un travail, mener des actions régulières d'occupation, alors occupation d'agences Pôle emploi, hein, c'est-à-dire quand des gens avaient leur dossier qui était bloqué, ben, on pouvait débouler à 15, occuper le lieu et dire bah, tant que le dossier de monsieur machin n'est pas débloqué, nous on ne bouge pas. Et on a aussi développé toute une expertise, parce que le grand argument, ça a été de me dire, mais vous n'avez rien compris à la convention qui a été signée, elle est très très bien, lisez-la. Ben, on l'a lu. On l'a lu, on s'est rendu compte qu'on était à peu près les seuls à l'avoir lu, c'est-à-dire les syndicats signaient sans avoir lu, puisqu'il y avait plein d'aberrations à l'intérieur qu'on a relevées et qu'ils ont été obligés de corriger. Et ça, c'est un exercice qu'on a beaucoup fait, c'est-à-dire on a dit, ah oui, d'accord, c'est ça, bon, on va lire vos documents. On va lire comment fonctionne Pôle emploi. Et donc, on a effectivement acquis une expertise. Et aussi, cette expertise, elle s'est faite avec le mouvement et avec les premiers intéressés, c'est-à-dire aussi avec des permanences de gens qui venaient à la CIP raconter les problèmes qu'ils avaient avec Pôle emploi et de cumuler l'expérience qu'on avait pour trouver des solutions et aider à débloquer les dossiers. On a aussi fait un travail scientifique avec un laboratoire du CNRS, une enquête sociologique sur les pratiques d'emploi des intermittents. On a fait des occupations du toit du MEDEF, on est intervenu dans les journaux télévisés, et on a aussi on a aussi inventé, et ça c'est au tout début du mouvement, un modèle alternatif d'indemnisation du chômage. Système alternatif qu'on appelle le nouveau modèle, mais qui grosso modo, d'abord, s'applique à tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez en train de décharger des camions ou que vous soyez en train de peindre, enfin d'exposer des peintures, ou que vous soyez un artiste ou que vous soyez cycliste, livreur, il y a des droits sociaux pour tous. On a aussi été présent dans pas mal de trucs institutionnels, de discussions institutionnelles, dans des commissions au Parlement, ce qui n'empêchait pas de faire des actions illégales à côté. On a toujours pensé qu'on pouvait faire plusieurs choses à la fois, que ce n'était pas contradictoire. Pour dire à peu près les choses telles qu'elles se sont passées, après, il y a eu des réformes successives. Chaque fois, on était mobilisés relativement. Chaque fois, ça les inquiétait un peu. Ils se sont dit, bon, on ne touche pas trop au truc. Mais finalement, on était quand même toujours plus ou moins sur le fameux accord qui avait été signé en 2003. Et alors, si je ne m'abuse, c'est en 2016, il y a eu le mouvement sur la loi travail. Et là, la situation en France a commencé à devenir vraiment tendue. Bon, d'abord, il y a un truc qui était patent, c'est qu'il n'y avait plus d'alternative politique imaginable, puisque les socialistes qui étaient au pouvoir faisaient une politique pire que celle de Sarkozy qui était juste avant. Donc, voilà, c'était formidable, on avait compris. Comme il y avait une répression qui était quand même pas petite, que Valls s'est révélé vraiment l'un des premiers matraqueurs. Enfin bon, bonne tradition hein, là-dessus. Ouais. Donc, et que les secteurs, durant la loi travail, se mettaient en grève successivement les uns après les autres. C'est-à-dire d'abord les transports, et puis ensuite la chimie, et puis ensuite. Et là, ce qui se profilait, c'est que c'était nous qui devions prendre la relève, et ça tombait mal parce que c'était à nouveau avant l'été. Alors là, bon, ils ont été très gentils avec nous. On a fait un peu. Et ils ont vraiment
en quelque sorte, accéder à nos revendications, mais uniquement pour les intermittents. Parce qu'en même temps, ils signaient des accords totalement dégueulasses pour les intérimaires, pour ceux qu'on appelle les intermittents de l'emploi, hein, qui ne sont pas les intermittents du spectacle, et qui, les intérimaires ont perdu un tiers de revenus, hein, sur ces accords-là. Donc, oui, on a gagné, donc ça c'est très bien. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment dire, c'est les armes qui ont été mises en œuvre. Elles sont pas, à mon avis, inutiles, et notamment les capacités de nuisance et de blocage. Et puis aussi les propositions. Alors, c'est toutes ces propositions, en fait, dans une certaine mesure, elles sont sur le site de la coordination. Donc, vous les avez à CIP-idf.org. Et c'est à peu près ce qui reste de la coordination à l'heure actuelle, d'un point de vue structurel, je dirais. Mais il y a beaucoup de choses sur ce site. On a eu aussi beaucoup de dons de gens qui ne pouvaient pas faire grève, mais qui nous ont donné de l'argent pour faire de la défense des intermittents, des précaires, etc. Donc, ça nous permet d'aider d'autres mouvements. On a beaucoup aidé, on a aidé notamment, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, qui est un autre exemple, qui est la deuxième victoire, finalement, qu'il y a eu en France ces 10 dernières années. Et voilà, je vous invite tous, le cas échéant, à voir un peu sur le site ce que vous pouvez trouver. Il y a beaucoup, il y a plein à lire. C'est très chiant. Il y a beaucoup de textes, c'est très austère. Mais bon, en même temps, je pense que ce n'est pas complètement infructueux. Je te remercie Stéphane pour cette rétrospective de lutte qui donne pas mal de perspectives, je trouve, les grèves, les occupations, et qui pourront donner pas mal d'outils pour les luttes à venir aussi. Je donne maintenant la parole donc à François. C'est à toi François. Voilà, ça marche. Bon, d'abord, je vais préciser que si je suis comédien, comme tu m'as présenté, je suis aussi militant politique et j'étais militant syndical. J'ai même été délégué syndical dans une autre vie. Et donc, j'ai découvert avec ahurissement, quand je suis arrivé dans ce milieu, des pratiques et des modes d'organisation et de solidarité qui étaient quand même assez différents de ce que j'avais connu. Et ces derniers temps, je suis toujours resté militant. J'étais militant dans les comités de chômeurs jusqu'à il y a peu et militant pour les sans-papiers. Et donc, c'est à partir de ce prisme-là, à travers ce prisme-là, que j'ai regardé avec intérêt la lutte des intermittents ici en Belgique, des artistes, à l'occasion du Covid. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour faire des parallèles avec le reste de la société, parce qu'on n'est pas tout seul, contrairement à ce que beaucoup pensent sur l'exception culturelle, etc., on est vraiment au cœur du monde comme les autres et au cœur du monde du travail et au cœur de l'économie aussi, avec tous les rapports que ça peut, les rapports que ça peut impliquer. Et donc, si je peux faire un petit parallèle, je pense que comme la crise est un révélateur de ce qui ne marche pas, eh ben, de la même manière qu'avec les soins de santé, qui avaient fait grève peu de temps avant pour avoir des moyens supplémentaires, qui expliquaient la détresse de leur secteur, personne ne les a écoutés, on les a repoussés du pied. Ben, voilà, nous, notre secteur, ça a été un peu la même chose, parce qu'on ne rapporte pas, enfin, pense-t-on, directement de l'argent à l'économie, fait du profit, etc., bien qu'on va voir après que oui. Et donc, ce qui m'a absolument amusé dans les cartes blanches incessantes qui ont défilé tout au long de ces semaines, c'était à la fois comment on suppliait, on va dire, une soi-disant élite, un gouvernement qui était censé représenter un État qui devait protéger ses citoyens, et à la fois les illusions qu'on pouvait se faire sur notre secteur. Voilà. Donc, je pense que de la même manière il faut quand même savoir aussi que le gouvernement auquel on a eu affaire est quand même le gouvernement le plus à droite depuis la dernière guerre mondiale, qui a un cabinet
de conseillers derrière un carteron comme ça d'experts, de virologues, etc. Derrière, dans l'ombre, juste derrière, vous avez le directeur de la Banque nationale, vous avez des fédérations patronales, etc., etc. Personne ne peut représenter le monde du travail. Et que donc, forcément, on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là réagissent de manière spécialement, on va dire, humaine ou en faveur du travail. Tout ce qu'ils voulaient, c'était relancer l'économie le plus vite possible. Pas de chance pour nous, on a fermé les premiers, on va rouvrir les derniers, et ça a été tout l'enjeu de la lutte du secteur de la culture. C'est à la fois quand on va rouvrir, quand on va pouvoir relever le rideau, et se remettre au boulot même en répétition, et à la fois comment on va indemniser les gens. Tout le monde a eu des indemnisations au fur et à mesure, sauf notre secteur, ça a mis très longtemps. Pour beaucoup, c'était incompréhensible vu les grandes gueules qu'on a, les ténors, les gens qui ont pris la parole et les interviews à la télévision, etc. Ben, pourtant, oui, c'est comme ça. On était un peu dans le trou noir, comme à force de tout mettre sur les soins intensifs, il y a des vieux qui sont morts parce qu'ils étaient dans le trou noir. 4500 morts, c'est les vieux. Ben, nous, on était un peu dans le trou noir parce qu'on fait partie des intermittents, des précaires. Les travailleurs de la culture sont finalement des travailleurs précaires comme les autres, donc ce sont des intermittents de l'emploi. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas plus que ça qu'on ait été si mal traités. Voilà. Ce qui m'a amusé aussi, enfin amusé, ça ne veut pas qu'amuser, ça m'a consterné parfois, en lisant toutes ces cartes blanches, cette espèce de confusion qu'il y avait sur le secteur de la culture, etc., comme si on était tous dans le même bateau. Moi, je pense que, comme Stéphane l'a bien précisé, effectivement, les travailleurs de la culture, c'est les travailleurs. Puis il y a des patrons, puis il y a des fédérations professionnelles, des fédérations patronales aussi, des patrons. La preuve en est, encore une preuve qu'on est exactement dans le même, qu'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, c'est que comme des patrons ont essayé de transgresser les règles de sécurité, ont remis des gens au travail quand ils ne pouvaient pas, que les règles de sécurité n'étaient pas respectées, mais dans notre secteur, ça s'est passé. Par exemple, dans le secteur du doublage, il y a eu une intervention syndicale, secteur culture, pour mettre en demeure les sociétés de doublage, ceux qui pratiquaient ce genre de choses, de cesser immédiatement. Et une autre preuve, c'est qu'après les grandes déclarations main sur le cœur de certains représentants des fédérations patronales des arts et du spectacle, appelant à sauver la culture et tout, puis disant qu'on n'avait qu'à aller prendre de l'argent chez les GAFA, puisque eux, ils en avaient plein, qui pouvaient enfiler un peu à la culture. Ben, les mêmes, quand ils ont pris la parole au Parlement, finalement, ont fait le calcul entre les subsides et les taxes shelter et ce qu'ils allaient perdre et ce qu'ils avaient perdu, et qui disaient, ben voilà, maintenant vous pouvez supprimer ce qu'ils appellent les charges patronales, donc les cotisations sociales, et ça va le faire, avec ça on va pouvoir redémarrer. Donc c'est bien la preuve que c'est exactement ce que le patronat ailleurs revendique aussi dans les groupes d'experts pour sortir de la crise. Voilà. Attendez, j'ai pris quand même quelques notes pour ne pas partir en roue libre comme ça partout. Donc, alors, le second constat, c'est que je faisais, c'était cette espèce d'habituel confusion des genres, et donc ce que j'appelle le corporatisme, enfin ce que j'appelle, c'est pas moi, tout le monde peut appeler ça le corporatisme, donc cette confusion qui fait que les patrons et les travailleurs, on est tous dans le même bateau, et on est dans un secteur où on peut facilement se laisser gagner par ce genre d'idées, parce que les gens ont perdu en grande partie la conscience, leur conscience de classe, qui sont, où ils sont, pourquoi, parce que ils seraient artistes, ils seraient différents des autres. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. C'est pour ça que je préfère de loin le mot intermittent français, qui marque bien du côté du travail qu'on est des intermittents de l'emploi. Hein. Donc, c'est simplement, on a une précarité déjà structurelle dans notre secteur, parce que de par la nature de notre travail, forcément, on travaille par intermittence. Donc, s'il n'y a pas je veux dire, un revenu qui suit derrière, on ne s'en sort pas. C'est pour ça que ceux qui ont les statuts ont droit aux indemnités de chômage entre les contrats, entre les cachets, entre les coûts. Il y a plein de gens dans notre secteur, comme tu l'as bien dit, Sarah, qui n'y ont pas droit. Il y a une multitude aussi de statuts et
de statuts sociaux chez les artistes. Il y a des gens qui ont un vrai salaire, qui payent des cotisations. Il y a des gens qui sont payés en droit d'auteur. Donc ça, c'est une manière aussi pour les patrons d'épargner des cotisations. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Enfin, j'aurais peut-être des choses à dire plus tard sur cette revendication de pouvoir ajouter les droits d'auteur, toucher les droits d'auteur en tant que le chômage. Sauf que pour le moment, il y a des gens où on touche les droits d'auteur pour des gens qui ne sont pas des auteurs. C'est une manière d'optimiser le salaire. Et beaucoup de gens sont victimes du fait que on leur vend ce qu'on appelle le salaire poche, donc ce qu'ils ont en main. Et les jeunes comédiens, surtout, n'ont pas conscience qu'avec ça, on ne cotise pas pour la pension, pour le chômage, pour la sécu, etc. Et donc, voilà, on prend une partie du salaire minimum quand on n'est pas payé au minimum syndical dans certaines compagnies qui ont signé la convention, pour d'autres même pas. Et puis après, on vous rajoute des droits d'auteur, ou on vous paye entre pays, on rajoute des défraiements, etc. Donc, les gens ont l'impression d'avoir une certaine somme en main, mais voilà, c'est tout le salaire social, le salaire différé, ils l'ont pas, on ne l'a pas, et la société ne l'a pas. Voilà. Les conditions de travail font que, et le nombre incroyable de jeunes qui sortent chaque année des écoles de théâtre font qu'il y a une espèce d'armée de réserve, en fait, hein, qui tire les salaires et les conditions de travail à la baisse, exactement comme dans le reste de la société. Une autre catégorie qui fait que les gens perdent souvent conscience de la conscience de classe, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont par nécessité, obligés de porter leurs propres projets, qui deviennent des créateurs, porteurs de leurs propres projets, comme on dit, et qui finissent par se vivre un peu par la réalité de leur travail, un peu comme ces auto-entrepreneurs, des patrons de start-up. C'est très à la mode, hein. On est auto-entrepreneur de sa propre vie. Le résultat, c'est que c'est des gens qui vivent, et ils en sont conscients. Certains le font aussi parce qu'ils ont l'impression que ça ne peut fonctionner que comme ça, que si tu es artiste, tu vas bouffer de la vache enragée. Donc, ils acceptent de se débrouiller avec dans des conditions minables et tout. Et donc, ils font un travail dingue de A jusqu'à Z pour monter leur production, leur projet. Et ils viennent à un moment le présenter finalement comme sur le marché de la libre concurrence, devant des directeurs de grosses maisons culturelles qui alors disent ah oui, ça c'est vraiment un bon spectacle, c'est un beau projet, etc. Je vais le prendre et tout. Et donc après ça, on arrive à les payer 2 mois de répétition plus les représentations, etc., etc. Donc ça, à la fois, ce sont plein de mécanismes qui psychologiquement font qu'on perd la conscience de classe, et en même temps, c'est quelque chose qui est très proche d'une nouvelle idéologie de ce qu'est le capitalisme, à savoir des gens qui sont auto-entrepreneurs, donc de leur propre vie, qui sont créatifs dans notre métier. On n'arrête pas de revendiquer la créativité. Voilà, ils sont créatifs, ils rebondissent, ils vont d'échec en échec, mais ils y vont jusqu'à arriver à avoir le bon projet, le projet qui va être acheté, être connu, avoir de bonnes critiques, etc., etc. Donc, il y a vraiment des parallèles à faire. De quoi je voulais encore vous parler? Ben ouais, du fait que ce qui m'a frappé aussi dans les cartes blanches, c'est qu'il y avait une espèce d'hiérarchie des arguments. On parlait d'abord du fric, donc le poids dans le PIB, les fameux 5%, 250 000 emplois. J'ai envie de dire, bon, et alors, on n'aurait pas le même poids dans le PIB, est-ce qu'on ne mériterait pas le même intérêt? Est-ce qu'on ne serait pas digne d'intérêt aussi, humainement, plutôt que de crever la gueule ouverte? Peut-être qu'on pourrait faire des choses pour nous sans qu'on ait un tel poids dans le PIB. Après, on peut se dire que les gens qui rédigent ces cartes blanches savent à qui ils parlent. S'ils parlent à nos élites libérales, peut-être qu'effectivement, l'argument du poids dans l'économie et de ce que ça rapporte, ce n'est pas innocent. Le deuxième argument, souvent, c'était le divertissement. Si vous êtes en confinement, et ben, si vous tenez le coup, c'est parce que vous êtes diverti grâce à la culture, qui sont tous les gens qui produisent les séries que vous regardez, etc., etc. Et venez après le grand argument, la culture comme garante de la démocratie, de la citoyenneté, la réflexion sur le monde à venir, qui est évidemment le rôle premier de la culture et celui que tous, évidemment, nous revendiquons avant tout. Alors, j'ai encore du temps là, il reste. Oh là, il faut déjà conclure, d'accord. Ce que je voulais simplement, voilà, je vais conclure. Alors, je sais par quoi je vais conclure. Le syndicalisme. Voilà. Sarah, tu as parlé tout à l'heure des fédérations, tout ça, mais
J'étais sur un tournage il n'y a pas si longtemps que ça, l'année passée, et puis je m'entendais les gens qui râlaient, machin, etc. Et puis il me dit, ouais, il faudrait quand même qu'on se rencontre tous, qu'on discute et que tous les travailleurs se voient parce qu'on se fait machin. Et alors, j'ai dit à la fille, à la jeune qui me disait ça, la jeune comédienne, je disais, mais en fait, vous êtes en train de réinventer le fil à couper le beurre, à savoir le syndicalisme. Ça veut dire que vous avez un poids énorme. Si vous décidez d'arrêter la production, si vous mettez tous ensemble, si vous dites, tant qu'on n'a pas telle et telle condition qui sont remplies, on arrête le tournage, on ne joue pas, etc. Il faut le faire au moment où le tournage a commencé. Vous allez voir qu'il y en a qui vont galoper derrière et que peut-être vous allez avoir gain de cause si vous créez un rapport de force. Donc moi, l'action syndicale me paraît la meilleure porte de sortie par rapport aux difficultés. Ce qui est très compliqué, c'est d'organiser les gens syndicalement, parce qu'effectivement, la solidarité, elle est ponctuelle. On est dans des groupes sur des projets, après on se quitte, on ne se revoit plus. Il y a une pression énorme, évidemment. Vous savez qu'au théâtre, c'est exactement comme chez les Deliveroo, dont on va certainement parler après. On n'a pas besoin de vous virer, simplement on ne vous réengage pas. Chez les Deliveroo, on vous vire de l'application et vous ne travaillez plus. Mais chez nous, c'est un peu comme ça. Donc on a intérêt à faire belle main avec son patron, à faire sympa, tous copains, etc. Bon, je tiens ici quand même à préciser que ce n'est pas des méchants patrons qui veulent beaucoup de dividendes pour les actionnaires. Il y a plein de gens, c'est des copains, on est dans les petites ASBL, on se démerde comme on peut. Évidemment, parfois, c'est un piège aussi. Plein de gens qui sont très humains, on est tous dans les… Pour ceux-là, oui, parfois, on a l'impression d'être parfois tous dans le même bateau, sauf qu'il y en a quand même un à la fin qui signe les C4. C'est lui le patron, pas de chance, même si c'est votre meilleur pote. Ok. Le syndicalisme est très compliqué aussi parce que souvent les gens ils ont affaire au syndicat quand ils ont besoin, comme on est beaucoup chômeurs quand on est artiste. Eh ben, le premier syndicaliste qu'ils voient souvent, c'est l'employé ou l'employé du service chômage du syndicat qui finalement leur apparaît comme une courroie de transmission, puisque c'est l'organisme payeur, courroie de transmission de l'ONEM et qui leur fait des emmerdes. Et parfois, certains de ces fonctionnaires, même syndicaux, peuvent vous laisser voir qu'ils pensent quand même que vous êtes un privilégié. Or, ce qu'on a comme statut, évidemment, oui, c'est ça que je dois conclure, hein. Évidemment, ce n'est pas un privilège qu'on a, c'est une conquête sociale qu'on est en train de nous dézinguer comme toutes les autres conquêtes sociales. Et ce qu'il faut faire, c'est tirer tout le monde vers le haut, vers ce statut-là, notre statut à nous, qui est un statut qui, s'il était respecté, s'il était appliqué à l'ensemble des intermittents, des précaires, des saisonniers, des sans-papiers, des gens qui n'ont pas le droit, etc., ça, ce serait une véritable conquête sociale. Hein, voilà. Je vais passer la parole à Martin Willems, qui est syndicaliste et qui, lui, certainement, aura des choses à dire là-dessus. Je te remercie, François, pour ton intervention et cette piqûre de rappel déjà de la division entre patronat et employés du secteur culturel et le fait aussi qu'on a beaucoup de choses en commun avec les livreurs, plus en commun avec les livreurs Deliveroo parfois qu'avec les patrons des grands théâtres, etc. Voilà, je vais passer maintenant la parole donc à Martin. Oui, sorry, mon micro était débranché. Bonsoir, donc, je suis Martin Williams, je suis responsable à la CSC de la division ou l'initiative United Freelancers, hein, que vous voyez le logo là derrière moi. Sorry, ça fait un peu formel, mais de toute façon, c'est plus intéressant que l'intérieur de mon appartement, où je ne suis pas seul d'ailleurs, donc ça permet aux autres de circuler aussi. Voilà, donc je vais vous dire un mot de ce que c'est United Freelancers et ça fera directement le lien avec la situation des artistes. United Freelancers part du constat de la CSC que de plus en plus, il y a des travailleurs, hein, et j'insiste sur ce mot travailleurs. Un syndicat, c'est pour les travailleurs, c'est pas pour les salariés. C'est pour tous les gens qui vivent de leur travail ou essentiellement de leur travail. Par opposition, hein, on a parlé de lutte des classes, par opposition à ceux qui vivent du travail des autres. Donc, on peut être travailleur et de plus en plus sans avoir un contrat de travail. Donc, on peut de plus en plus être travailleur dans des statuts atypiques. On en a cité beaucoup qui sont ceux des artistes, mais United Freelancers couvre tous les secteurs d'activité, donc pas uniquement les secteurs artistiques. Ces statuts atypiques, on les retrouve aussi dans les secteurs aussi traditionnels ou manuels que la construction, que l'ORECA de plus en plus, bien sûr, l'enseignement, le journalisme, hein, vous connaissez tous la misère aussi des pigistes, etc., etc.
Donc, il y a cette volonté interprofessionnelle qui est la marque de fabrique qui est une des caractéristiques d'une organisation syndicale comme la CSC ou la FGTB par rapport à, on en a parlé tout à l'heure, à des organisations plus corporatistes ou professionnelles. Voilà, sur un point péjoratif, organisation plus professionnelle. Alors, à statut atypique, il y a bien sûr les travailleurs qui travaillent sous statut d'indépendant. Ça peut être indépendant à titre principal, mais ça peut être aussi indépendant à titre complémentaire, étudiant indépendant. Alors, il y a tous les intermittents. On a beaucoup parlé des intermittents. Les intermittents, c'est les travailleurs qui prestent à travers des contrats. Là, ce sont des contrats de travail, mais des contrats de travail à durée déterminée et souvent très, très courts, entrecoupés par des périodes où on ne travaille pas et où, si on a de la chance, on retombe sur le chômage. Et on retombe un peu plus facilement sur le chômage complet, comme on dit, c'est-à-dire le chômage standard, quand on est dans la catégorie artiste, parce que là, les conditions d'accès, comme l'a expliqué Sarah, sont un peu meilleures, même si ce n'est pas non plus le Pérou. Voilà. Et alors, bien sûr, puisqu'on a parlé de Deliveroo, il y a les travailleurs qui sont en… Alors, ce n'est pas vraiment un statut, mais qui perçoivent des revenus sous le couvert de ce qu'on appelle l'économie collaborative. À un moment, il y avait aussi le travail associatif, ça va bientôt se terminer. Donc là, c'est encore pire parce que ce n'est même pas un statut comme indépendant ou salarié, c'est un non-statut, il n'y a aucun droit à la sécurité sociale. Voilà, donc pour résumer, c'est tous les travailleurs qui sont dans des statuts atypiques ou dans des situations atypiques de travail. Donc, on intervient dans beaucoup de secteurs différents et d'ailleurs, on intervient, bien sûr, on essaye de résoudre les problèmes individuels, mais surtout, puisqu'on est syndicaliste, à collectiviser les problèmes, à rassembler les travailleurs, à les aider à former collectif, à se rendre compte que leur problème à eux, c'est aussi le problème d'autres et on est toujours plus fort pour résoudre son propre problème quand on se met avec les autres qui ont le même problème. C'est ça le syndicalisme. Le syndicalisme, ce n'est pas oublier ses propres problèmes en faveur des autres, ce n'est pas l'oubli de soi. Certains me disent « Oh, moi, je n'aime pas les syndicats parce que je suis plus individualiste », mais on n'a rien contre l'individualisme. Le syndicalisme, c'est se rendre compte qu'on défend mieux ses propres intérêts en les défendant avec les autres qui ont finalement les mêmes intérêts. C'est tout. C'est pas, je le répète, c'est pas l'oubli de soi. Alors, pourquoi j'interviens ici dans ces débats? C'est parce que parmi les personnes qui font appel à United Freelancers, il y a beaucoup d'artistes. Pas uniquement, je l'ai dit, mais il y en a beaucoup. Et dans ces périodes de crise, on a été confronté très rapidement au fait que tous ces statuts atypiques ont été les grands oubliés des mesures de soutien. Et ça a été vraiment la catastrophe pour toutes ces personnes qui sont par définition déjà les plus précaires. Parce que vous avez bien compris quand j'ai exposé les différents statuts dont on parlait que c'était souvent des statuts déjà très précaires. Donc, oui, parce que le gouvernement a directement parlé de chômage temporaire. Alors, attention, ce n'est pas extraordinaire non plus de tomber sur le chômage temporaire quand c'était quand même un revenu de remplacement plafonné. Mais chômage temporaire pour les travailleurs qui étaient en CDI, le droit passerelle pour les indépendants. Et nous, on est venu en disant oui, et les autres alors, on a eu quelques avancées. On a pu obtenir quelque chose pour les indépendants à titre complémentaire. Malheureusement, pas assez, parce que les indépendants complémentaires peuvent tomber sur le demi-droit passerelle, mais uniquement s'ils ont déjà un revenu annuel de 7 000 €, ce qui est déjà pas mal. Moi, je pense toujours à la situation du plus précaire. Imaginez quelqu'un qui a un mi-temps dans la grande distribution et qui gagne donc 700 ou 800 € par mois et qui a une activité d'indépendant complémentaire qui pourrait être une activité artistique. Beaucoup d'artistes, en fait, sont indépendants complémentaires parce qu'ils ont un petit boulot d'entretien, pour se nourrir à côté, et qui est indépendant complémentaire et qui avec ça gagne 500 € par mois. 500 € par mois, en plus quand on déduit les frais, les cotisations sociales, on n'arrive pas à un revenu de 7 000 € par an. Et donc ces indépendants complémentaires-là n'ont eu aucune mesure de soutien. Les travailleurs de l'économie collaborative, les travailleurs de plateforme, les travailleurs, ceux qui prestent pour Deliveroo et Uber Eats, oubliés, ils n'ont rien reçu, rien du tout. Et donc si vous avez encore vu des livreurs Deliveroo dans la rue,
C'est pas nécessairement parce qu'ils sont très héroïques, hein, ça peut arriver, mais c'est surtout parce que le choix pour eux, c'était très simple, c'était soit faire attention à sa santé et perdre tout revenu, soit continuer à travailler. Donc voilà. Pourquoi est-ce que les travailleurs les plus précaires doivent être les oubliés des mesures de soutien? Alors, il y a eu pour les intermittents, beaucoup d'artistes sont intermittents, se passent de contrat court en contrat court, et évidemment, ces contrats courts correspondent souvent à des spectacles qui, évidemment, ont été annulés dès qu'on a annoncé que pendant une certaine période, ces spectacles ne pourraient pas avoir lieu. Et donc, c'est posé la grande question, ah oui, mais du coup, ils ne pouvaient pas être mis en chômage temporaire, puisqu'on ne peut être mis en chômage temporaire que pendant un contrat qui normalement doit prendre cours et qui est interrompu par la force majeure. Et par définition, les spectacles étaient annulés, les contrats étaient annulés, et donc ils ne pouvaient même pas être mis en chômage temporaire. Certains, s'ils avaient de la chance, pouvaient retomber sur le chômage complet. Alors, il y a eu d'abord une première ouverture où la ministre Meuil a dit oui, pour des contrats qui étaient prévus dans le futur, on pourra quand même utiliser le chômage temporaire. Et puis après, on a vu que l'ONEM disait oui, mais à certaines conditions, et des conditions qui finalement résultaient en l'annulation quasiment de la mesure, en disant oui, mais il faut pouvoir prouver que le contrat était bien prévu à l'avance avec un écrit, etc., etc. Et donc et de nouveau, c'est la question, pourquoi est-ce qu'on demande à ces travailleurs-là à prouver qu'ils ne sont pas des fraudeurs, donc on préjuge que ce sont des fraudeurs, alors que pour les travailleurs salariés en CDI, pour les indépendants, il n'y avait aucune condition, rien du tout. C'était voilà, tout le monde était soutenu. Et je crois qu'en période de crise, il faut en effet des mesures comme ça qui sont un filet de sauvetage et qui couvre tout le monde, même si on peut imaginer qu'il y aura bien un peu d'abus ci et là, mais de l'abus, il y en aura aussi parmi les indépendants, il y en aura aussi parmi les travailleurs salariés ou plutôt leurs employeurs. Et donc, il n'y a pas de raison de dire que ces travailleurs précaires, les intermittents, sont par définition des fraudeurs qu'il faudrait corseter beaucoup plus que tous les autres. Et ça me rend malade parce que quand on voit les réglementations de l'ONEM, les intermittents, pour certains, bénéficieront de certaines mesures de soutien, mais soumises à des conditions que l'ONEM se réserve le droit de les vérifier plus tard. Ce qui veut dire que vous allez encore avoir la mauvaise surprise que non seulement vous avez traversé une période difficile, mais dans 2 ans, l'ONEM vous dira ah ben finalement, vous n'apportez pas assez de preuves que vous étiez vraiment, que vous n'avez pas abusé de la mesure, donc remboursez-les. Oui, allez, il faut arrêter. Donc, ça a été notre travail pendant ces derniers mois et ça l'est toujours, hein, parce que bon, la situation n'est pas réglée, certainement pas pour les travailleurs du secteur du spectacle. Ces spectacles ne commenceront, si tout va bien, que pendant l'été et encore pas tous. Et puis, il n'y aura peut-être pas autant de public. Donc, on est quand même parti encore pour de longs mois. Et donc, se pose aussi la question, mais quand l'économie traditionnelle, elle, reviendra, fonctionnera, ben, je suis sûr qu'il y aura une certaine inertie pour tout ce qui est autour de la culture et des métiers artistiques. Et donc là, il faudra vraiment veiller à ce que, de nouveau, ils ne soient pas les oubliés de l'histoire. Voilà. Je dispose encore de quelques minutes. Je peux parler du syndicalisme dans le secteur, mais je ne sais pas vraiment où j'en suis. Il te reste 2 minutes, Martin. Tu peux conclure. Ah, je suis en train de lire un petit message. Voilà. Alors, on a dit, François a dit avant, les artistes c'est peut-être un peu plus difficile de les syndiquer parce que voilà, ils portent leurs projets. Je sens un peu la nuance de dire ils sont plus individualistes mais vous avez bien compris qu'avec United Freelancers, on veut affilier, faire du syndicalisme aussi avec les travailleurs dans les statuts atypiques, y compris quand c'est un statut choisi et assumé. On reconnaît qu'il y a des travailleurs sous statut indépendant et on ne veut pas, en les affiliant, les retransformer en salariés et leur dire vous êtes des faux indépendants, on veut vous transformer en salariés. Et non, il y a des gens qui veulent ce statut d'indépendant, justement, parce qu'ils veulent porter cette image de créer leur propre affaire. Je dis parfois, pour expliquer ça à mes collègues, ce n'est pas toujours très facile, une petite boutade.
si Picasso n'avait pas été indépendant, mais avait été salarié, peut-être que son nom ne serait pas connu du tout. Et donc, c'est important aussi, et particulièrement dans certains métiers artistiques, d'être indépendant aussi pour mieux contrôler ses propres productions. Et pas avoir dessus l'image, le logo d'une entreprise qui achèterait vos productions. Pour être un auteur, pour avoir ces droits d'auteur, ce sont des notions très importantes. Donc, United Freelancers, mais bon, c'est parce qu'on est indépendant et qu'on veut défendre son propre projet qu'on devient un employeur dans ce concept de lutte des classes, qu'on tombe directement dans le camp des employeurs. Ça n'a rien à voir. On vit quand même de son propre travail. Et donc, je le répète, le syndicalisme, c'est pas s'oublier soi, c'est pas oublier son projet, son aventure, son individu. C'est se dire, oui, mais il y a certains moments où j'ai des intérêts à défendre, et ces intérêts, je les défendrai mieux avec des gens qui sont dans la même situation que moi, plutôt que m'adresser à celui qui me paye, parce que lui, voilà, il a ses intérêts et ses intérêts ne sont pas les miens. Donc, c'est ça notre idée. Et en présentant, en rappelant de cette manière-là ce que c'est le syndicalisme, je pense que c'est un discours dans lequel nous suivrons aussi beaucoup d'artistes. Merci. Je te remercie, Martin, pour ton intervention. Donc, pour le public, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On va d'abord rapidement refaire un tour de parole des intervenantes et des intervenants pour qu'ils puissent réagir à ce qui a été dit. Juste, je voulais rappeler un petit mot de vocabulaire, peut-être pour ceux et celles qui ne connaissent pas les RPI, c'est revenu à plusieurs reprises. Donc, c'est les régimes des petites indemnités. Donc, c'est des contrats qui sont plafonnés, je pense, à 2 000 € par an, quelque chose comme ça, et auxquels les artistes recourent, auquel on pousse les artistes et les guides, etc., à recourir, et le MR veut les implémenter, puisque évidemment, ce ne sont pas des revenus fiscalisés. Alors, moi, je voulais juste rapidement définir ce qui se dessine pour moi. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment prendre conscience que se rassembler est primordial, prendre conscience de notre force collective, mais pas seulement donc, dans le secteur artistique, aussi qu'on a beaucoup plus en commun avec les travailleurs et les travailleuses, les chauffeurs Uber, Deliveroo, etc. Il est primordial de séparer travailleurs du secteur culturel et patrons, qui n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes désirs. Et on le voit aussi, comme tu disais, François, moi je travaille dans une petite ASBL et souvent c'est même assez vicieux parce qu'il y a vraiment ce côté « ah, mais fais-nous confiance », etc. Et parfois ça peut être même rétor. Alors, évidemment, donc, comme l'a bien dit Stéphane, donc la grève reste un outil de lutte primordial et c'est ça qui pèse vraiment la grève et les blocages. Et aussi, donc, il faut défendre un statut d'intermittent pour tous et pour toutes, et pas uniquement donc, un statut pour les artistes, mais aussi techniciens, intérimaires, etc. Voilà, alors je vais vous laisser donc réagir chacun, chacune, si vous le désirez. Donc, je ne sais pas, faites-moi signe, les intervenantes qui veulent prendre la parole en premier sur ce qui a été dit. Ou si, oui. Ah, c'est 2 500 € par an pour les RPI, pardon, je me suis trompée. Donc, Sarah, tu veux prendre la parole? Oui, vas-y, c'est à toi. D'abord, je voudrais remercier tout le monde parce que j'ai trouvé les 3 interventions très intéressantes et j'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai juste une question pour Stéphane. Tu parlais de la grève, je pense que c'est effectivement, je crois que c'est un outil et une arme qui me paraît essentielle et très importante. Je voulais te demander qui exactement a fait grève. Est-ce que, par exemple, moi, en tant que soliste, chanteuse, ça m'intéresse de savoir si, par exemple, à Avignon, est-ce que les comédiens ont fait grève aussi ou est-ce que c'était principalement les techniciens? Et alors, une question un peu, mais c'est peut-être une impression, mais depuis la Belgique, moi, je me demande un petit peu pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les intermittents français sont tellement plus mobilisés que
que nous. Voilà, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais je trouve ça intéressant. Moi, je rêverais de pouvoir organiser des grèves, mais honnêtement, pour l'instant, je ne vois pas où, dans quel cadre. Est-ce qu'on devrait utiliser ça dans un des gros festivals, parce qu'on n'a pas vraiment le parallèle d'Avignon. Où et qui, et voilà, voilà, j'en rêverais, mais donc, si peut-être tu peux nous éclairer. Oui, donc on donne la parole à Stéphane pour répondre alors. Voilà, là vous m'entendez, j'ai dû remettre le micro. Oui, la mobilisation des intermittents, c'est dommage pour le patronat, c'est dommage pour qui disait, bah oui, c'est vraiment très embêtant ces intermittents qui font la grève avec l'argent des assédiques. Ben oui, on a lu. Et en fait, pourquoi les intermittents français sont forts? C'est pas qu'ils sont plus géniaux que d'autres, ni plus déterminés. C'est juste, on a l'argent pour le faire. Et l'argent, c'est l'argent des assédiques. On a tous milité, payés par Pôle Emploi pour critiquer Pôle Emploi. Et si on nous disait, vous faites ça, c'est dégueulasse, on disait, bah ouais. Bon, bah vous avez des bureaux, vous avez vos cotisations de vos adhérents, vous avez récupéré l'argent du UMM, vous avez votre trésor de guerre pour fluidifier les relations sociales, pour, bon, bah nous, on utilise les armes qu'on a. Donc, après, sur qui fait grève? Bah, ceux qui font grève sont ceux qui peuvent faire grève. Alors, c'est pour ça que j'insistais sur le blocage. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très difficile sur un tournage, c'est une expérience, que les gens se mettent en grève. Parce que là, tu sais très bien qui fait grève. Tu vois. Bon, généralement, les techniciens qui ont plus de facilité à trouver des boulots faisaient plus facilement grève. On peut dire ça à la louche. C'est pas toujours vrai. Hein. Mais ce qu'on faisait, ce qu'on a fait, une théorie qu'on avait, c'était de dire, bah, de toute façon, on est en mouvement, on est en lutte. Donc, moi, par exemple, ça ne me dérange pas d'aller avec une centaine d'autres bloquer un tournage. On n'est pas méchant. On vient juste dire, ce serait bien que votre tournage il s'arrête. Donc, on va vous demander, vous allez faire une AG. On vous propose ça. Vous allez demander aux gens sur place, est-ce qu'ils ont envie de faire grève ou pas? Généralement, quand tu as 100 personnes dehors pour soutenir cette bonne idée, la grève se fait. Tu vois, c'est une manière. Après, j'entends bien ce que tu dis, Martin. C'est-à-dire, nous, ça nous est arrivé d'occuper un lieu culturel qui était en plein centre de Paris, qui s'appelle le Carreau du Temple, et qui sert à plein de choses, et notamment à faire des expos. Et donc, on y était depuis 3 semaines, et voilà pas qu'une expo de jeunes plasticiens, de jeunes dessinateurs devait avoir lieu. Et ils étaient très furieux qu'on occupe le lieu. Bon, ça a été très compliqué de discuter avec eux à l'époque. Hein. C'est-à-dire, on leur disait, mais attends, mais tu vis comment? Je suis au RSA. Bon, nous, le RSA, c'est le minimum social en France. Et nous, on se bat pour que tu aies plus que le RSA, que tu aies des vrais droits sociaux. Tu vois. Et par contre, les mecs qui venaient décharger les camions étaient des travailleurs tamouls, etc. Quand on leur a dit, bah nous, on bloque, on peut vous voilà, on n'a pas très envie de vous décharger les camions. Les mecs vont dire, bah non, on ne décharge pas les camions, il n'y a pas de problème. Parce que quand on leur expliquait, c'est quoi le document que Pôle emploi édite le plus? C'est le refus d'indemnisation. C'est ça le document que produit le plus Pôle emploi. Et on est quand même dans un pays où tu as 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Et les types sur leur camion, ils avaient déjà reçu des refus d'indemnisation. Ils savaient très bien à quoi ça ressemblait. Et maintenant, cela dit, tu as avec les dernières grèves, tu as plein de plasticiens qui se mobilisent. Et donc, je pense que la précarité aussi, le sentiment de la précarité change.
il y a beaucoup de gens qui sont effectivement on peut dire des freelances, etc., qui ont compris que charge sociale, c'est des cotisations sociales et que la précarité, c'est pas la bohème, quoi. Ça va être toute leur vie. Et ça fait pas rêver, quoi. Je te remercie Stéphane. Est-ce que François veut également réagir sur tout ce qui a été dit? Ouais. Bah, pour enchaîner sur Stéphane, en 2014, on a fait grève. Enfin, déjà, on fait grève aussi des comédiens, des compagnies avaient décidé de ne pas jouer et tout. Et j'ai assisté à une assemblée générale, une compagnie avec laquelle je travaillais, où une partie on avait voté pour savoir si on allait faire la grève et c'était non. Et puis après, je les ai emmenés à la manif. Il y avait avec les effigies de Macron, etc. Parce qu'à l'époque, Macron, il était ministre de l'Emploi, je crois. Non, je ne sais pas très bien ce qu'il était à l'époque, en 2014. Je pense qu'il était ministre de l'Emploi et donc et du travail. Et donc après ça, ce sont les techniciens de chez nous qui ont dit mais attends, si on fait pas grève, si les Français font grève avec nous, les Belges là, on fait pas grève, ça veut dire qu'on va être des jaunes. Ah bah alors on va revoter, et alors on a revoté, on a voté la grève. C'était comme ça. Juste dire que l'année d'après, la CGT a quand même eu vent de listes de gens qui étaient blacklistés, des techniciens sur d'autres festivals, etc. Donc, effectivement, la grève, il faut vraiment réfléchir à comment s'y prendre, comment on fait, pourquoi on ne fait pas ça n'importe comment. Alors, aussi, on ne fait jamais ça de gaieté de cœur, évidemment, et ça crée des déchirures terribles à l'intérieur des compagnies, des gens qui veulent jouer, qui expriment pourquoi ils veulent jouer. Mais il y a tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on peut faire grève. J'ai entendu encore ce vieux mythe de l'artiste comme ça, un peu au-dessus de la mêlée, des gens qui disaient mais moi je suis là pour exprimer le beau, communiquer le beau aux gens, etc. Donc j'ai l'impression de salir mon métier en faisant la grève, des choses comme ça. Ça existe encore, ça. Voilà. Alors, l'histoire de fraudeurs privilégiés, je vais rebondir aussi sur l'histoire que Martin disait, pourquoi on nous soupçonne des fraudeurs. Je le sais, je viens de remplir le document C32, Corona, événements annulés ou à venir, etc. etc. C'est incroyable, c'est un véritable questionnaire de policier, ça c'est incroyable. Et il faut fournir des documents et des machins, l'adresse de la personne qui va t'organiser le festival en France, machin, et puis se réserve le droit d'aller vérifier les preuves. Effectivement, c'est absolument… Alors moi, pourquoi à votre avis c'est comme ça? Ben, moi, je pense qu'ils ont peur. C'est pas pour rien. J'ai entendu dire, alors ça, ce sont des bruits, je n'ai pas la certitude, mais que rapidement, il y a quand même eu des contacts qui ont été pris, même si ce n'est pas les mêmes instances, communautaires, la ministre de la Culture, fédérale, la ministre de l'Emploi. Il y a quand même des contacts qui ont été pris parce que rapidement, le seul truc sur lequel on est vite tombé d'accord, c'est qu'il fallait des périodes de gel et trouver des indemnités, donc de gel de l'accès aux droits et des indemnités. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il semblerait que rapidement, à l'intérieur du cabinet, ou en tous les cas à l'intérieur des structures de l'ONEM, donc votre pôle emploi pour notre ami Stéphane, il y a des gens qui ont dit attention, ça risque de donner des idées aux autres. Hein. Je sais bien que c'est la période de crise Covid, machin, etc. Mais attention quand même, ça pourrait donner des idées. Et je crois que c'est là le truc, c'est que tant qu'on peut diviser les gens en individualisant les allocations de chômage, en faisant la chasse aux chômeurs, aux cohabitants dans les CPAS, les immigrés, ceux qui ont droit, ceux qui n'ont pas le droit, les papiers, pas les papiers, comment, etc. Mais tant qu'on divise les gens comme ça, à tous les coups, ça marche. Donc voilà, je pense que c'est des ballons d'essai et c'est pas pour rien que la fédération, la FEB, Timmermans, etc. veut reflexibiliser à fond le travail. Ils veulent qu'il y ait moins de difficultés pour licencier les gens, etc. Tout ça, c'est la stratégie du choc. Hein. C'est comment on profite du choc du corona pour affronter, pour démolir encore plus des trucs, ce que les derniers gouvernements ont fait en Belgique, pour démolir la sécurité sociale, démolir la solidarité entre les travailleurs, démolir le pouvoir de résistance du mouvement ouvrier et des organisations du mouvement ouvrier. Très clairement, moi je pense que c'est ça. Merci François. Est-ce que Martin, tu aurais 2-3 petits mots avant de laisser la parole aux questions, la place aux questions? Oui. Donc le fameux C32 spectacle événement, c'est exactement à ça que je faisais allusion. Maintenant, les artistes qui ne voudraient pas se salir les mains dans la grève, je leur dis, la grève peut être faite avec art. Hein. On ne demande qu'à réinventer des formes nouvelles de grève.
Et en fait, moi, avec tous les freelance, bon, c'est un terme un peu bateau, mais bon, tous les travailleurs atypiques, on réinvente en fait le syndicalisme, puisque à la fois on a la chance et peut-être la difficulté, mais je pense que c'est une chance que rien n'existe. Il n'y a aucune institution qui existe, donc tout est à réinventer. Même le concept de grève est à réinventer. Le concept reste, hein, le fait de faire une pression en, en empêchant celui qui veut tirer profit de votre travail d'en tirer profit. Mais de quelle manière on l'a fait? Quand on a fait des grèves avec les coursiers de Deliveroo, il y avait 3 ou 4 modes de grève différents. Je voudrais dire à Sarah qui a monté une petite association, un collectif de travailleurs dans un secteur pointu, que nous, justement, comme on est interprofessionnel, on s'occupe de tous les secteurs, évidemment, on ne peut pas tout connaître. Et puis, de toute façon, le syndicalisme, les syndicalistes, ce n'est pas leur rôle de décider à la place des travailleurs ce qu'ils veulent. Donc, comme dans le syndicalisme traditionnel dans les entreprises, on se repose, on travaille avec des délégations syndicales d'entreprise. Nous, on a l'habitude, en fait, c'est pas, ça s'est un peu créé comme ça. Excusez-moi, j'ai une petite allergie et pour l'instant, ça reprend. Donc, on a l'habitude dans les différents secteurs de travailler avec des collectifs de travailleurs, lesquels on a l'heure de s'entendre. Par exemple, pour les coursiers à vélo, on travaille avec le collectif des coursiers. Pour les chauffeurs de taxi, on a fait une négociation collective, mais là, on travaille avec le collectif des travailleurs du taxi. Il y a aussi une association de médecins en formation de médecine spécialisée avec qui on travaille. Donc, c'est très important d'avoir ces relais, d'avoir ces organisations de travailleurs, parce que de toute façon, l'organisation des travailleurs se fait toujours par les travailleurs eux-mêmes, et ce n'est pas à nous à décider pour eux ce qu'il leur faut. Donc, nous, on est juste l'organisation qui leur permet d'avoir une grosse organisation avec des relais, avec une influence sociétale, avec des moyens. Bon, c'est toujours important, évidemment, dans la guerre, les moyens pour les aider. Voilà. Alors, je retrouve dans ce que Sarah disait les revendications traditionnelles. Je ne vais pas faire les revendications de tous les freelancers, ça dépend du secteur. Mais traditionnellement, il y a toujours 3 grands piliers. Il y a la négociation collective, pouvoir organiser une forme de négociation collective qui n'existe pas dans les lois pour les travailleurs indépendants, pour les travailleurs intermittents. Il n'y a aucun des systèmes existants, que ce soit le conseil d'entreprise, CPPT, qui ne fonctionne, les élections sociales, ça ne fonctionne pas pour tous ces statuts. Donc, organiser une forme de négociation collective. Hein. Deuxièmement, avoir certains éléments du droit du travail, même si on n'est pas un salarié, avoir par exemple des barèmes minima. Hein. Personne ne veut travailler pour moins de, alors parfois c'est 12, parfois c'est 13, parfois c'est 15 euros de l'heure, mais je veux dire, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié, peu importe, hein, personne ne veut travailler pour moins de 15 euros l'heure, c'est normal, c'est évident. Et alors, la revendication de sécurité sociale, enfin, en tout cas, d'avoir des droits à la sécurité sociale. Hein. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui revendiquait de payer des cotisations sociales, mais d'avoir des droits, ça certainement. Et c'est vrai hein, que ce jeu salaire poche, cotisation sociale, charge sociale, c'est un jeu qui arnaque les travailleurs. En fait, aucun travailleur, si on lui donne un salaire de 1000, n'est contre le fait que la personne qui l'emploie paye en plus 300 euros de cotisation sociale qui, un jour, lui permettront d'avoir des droits à la sécurité sociale. Personne n'est contre ça. Simplement, le dilemme, en général, c'est que l'employeur vient et lui dit, bon, soit je te donne 1000 euros et je ne paye pas de cotisation sociale, soit je te donne 700 et je paye 300 de sécurité sociale. Évidemment, là, le travailleur se dit, c'est lui-même qui doit payer ses cotisations sociales. Non, il vaut mieux l'avoir tout de suite parce qu'en plus, c'est souvent des petits salaires. Donc, mais ça ne devrait pas être le dilemme. Et nous, on se bat pour que ce ne soit pas, qu'on ne puisse pas mettre les travailleurs dans ce dilemme. Voilà. Merci Martin. Donc nous allons passer maintenant aux questions. Il y a Mylène qui demande, pouvez-vous nous parler des conditions de la commission paritaire 304? Donc c'est la commission paritaire des arts dramatiques. Je ne sais pas si François, tu fais partie de cette commission peut-être ou... Je ne sais pas. Moi, je suis syndiqué au CK Culture, mais je ne suis pas, j'ai jamais participé à cette commission. Je sais qu'elle existe. Je sais qu'il y a une convention qui a été signée, que c'est un garde-fou, que grâce à cette convention, en tous les cas,
les compagnies qui l'ont signé, qui donc sont tenues. Alors, qui est tenu de l'appliquer? D'abord, il y a des compagnies en fonction de subsides qu'ils reçoivent qui sont obligées de signer cette convention. Et puis, il y en a d'autres qui l'ont signé parce que ce sont des gens humainement corrects ou des gens de gauche ou qui trouvent que c'est très bien qu'il faut la signer. D'autres qui l'ont signé sous la pression des travailleurs. J'ai entendu parler de luttes comme ça de travailleurs, notamment à Mons, sur des spectacles qui ont été interrompus. Le spectacle de Brecht, alors c'était magnifique. Le metteur en scène était Furax. Il était pris en sandwich entre les travailleurs et le théâtre je ne sais plus comment s'appelait cette instance à Mons à l'époque. Et voilà. Donc oui, ça existe. Alors c'est une base. Voilà, c'est comme partout ailleurs de nouveau. Hein. Excusez-moi de revenir avec ça, mais c'est comme dans d'autres secteurs. Ce sont comment c'est la négociation. Ça veut dire que des employeurs et des syndicalistes se rencontrent et négocient. Voilà, et ça parle des horaires, ça parle des rétributions, ça parle des défraiements, ça parle des conditions de travail. Mais c'est très voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est un type de syndicalisme qui existe, qui a existé, qui a toute sa raison, qui a eu toute sa raison d'être, etc. Mais ça n'a jamais fonctionné que quand les rapports de force étaient en faveur des travailleurs. Et donc, quand on est autour d'une table et qu'on peut négocier des choses et qu'on peut obtenir des trucs. Si on arrive là en sachant pas trop comment ça va aller, qu'on n'a pas beaucoup de rapports de force et que les autres de leur côté ont déjà 36 000 plans, comme ça semble être le cas par exemple maintenant au groupe des 10, le patronat il faisait flèche de tout bois. Ils avaient plein de trucs. Le seul truc que le syndicat a obtenu, c'est le gel des périodes de chômage, pas pour nous, hein, pour tout le monde. Voilà, donc c'est un type de. Mais moi, ce que je défends, évidemment, c'est très bien, ça existe. Mais moi, ce que je défends, ce que nous, on défend, ce que nous, beaucoup de gens défendent, en tous les cas, gauche anticapitaliste, évidemment, c'est l'auto-organisation des travailleurs. Donc, ce sont les travailleurs qui savent mieux que tout le monde ce dont ils ont besoin, des statuts dont ils ont besoin. En même temps, tout ce qui nous divise, il ne faut pas le mettre en avant. Tout ce qui nous rassemble, il faut le mettre en avant, c'est tout. Et effectivement, des conditions particulières à notre métier dont on doit tenir compte, donc qui se négocient autour de ces conventions paritaires. Mais sur le fond, comme je l'ai déjà dit, pour moi, la seule solution, c'est d'unir notre combat, et comme ça qu'on s'en sortira, d'unir notre combat à celui de tous les travailleurs précaires et les sans-papiers, les chômeurs et tout, parce qu'on est tous dans le même bas. On est tous dans le même bas, voilà. Merci François. Donc il nous reste peu de temps, donc je vais lire les questions qui restent, comme ça on pourra réagir. Alors, donc il y a Christine qui demande: une grève à Avignon ne pèse-t-elle pas finalement surtout sur tous les artistes qui devaient y présenter leur spectacle? Alice demande à Sarah si elle connaît Métal, le mouvement des travailleurs et travailleuses des arts en lutte, créé en janvier 2018 en réaction à l'interprétation restrictive de la loi de l'ONEM. Et alors, il nous reste Alba qui demande comment gagner une bataille qui pourrait servir aux travailleurs et travailleuses de la culture et à tous les autres précaires. Suppression de la dégressivité des allocations de chômage, suppression du statut de cohabitant et des contrôles de disponibilité. Il y a Mauro aussi qui pose une dernière question en réaction en demandant, c'est une hypothèse plutôt, si les mobilisations sont plus faciles en France parce qu'il n'y a pas 1000 instances de pseudo-concertation pour lâcher des miettes aux mouvements sociaux. L'opposition est donc plus frontale entre l'État employeur, pouvoir subsidiant et les artistes. C'est une hypothèse question. La méthode de la grève n'est-elle pas plus facile si on dispose d'assemblées de travailleurs et travailleuses culturelles qui se dotent de leur propre programme de revendication, de lutte contrôlée par la base? Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a. Donc, je ne sais pas qui veut réagir par rapport à ça. Oui, Sarah? Non, du coup, je voulais répondre à ma question, enfin la question qui m'a été posée directement, mais je ne sais pas si on fait dans le désordre. Par ailleurs, en fait, je viens de lire, je suis désolée, je dois juste le signaler, je viens de lire une annonce qui dit qu'aujourd'hui, en séance plénière, le MR et, enfin voilà, il y a les amendements
qui avait été proposé pour la loi PS, qui allait vraiment dans le sens de ce qu'on voulait et d'une plus grande ouverture dans le sens de nos revendications, viennent d'être rejetés par le MR et les autres partis de la gauche. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu décourageant, mais donc, ça nous prouve qu'il va falloir encore se battre, forcément. Et il y a une telle hypocrisie, parce qu'ils ont fait tellement des coups d'annonce de oui, on écoute le secteur. Enfin, bref. Pour répondre à Alba... Non, pardon, c'est pas Alba, c'est, excuse-moi, Alice. Donc oui, j'avais bien sûr entendu parler de métal et j'avais justement beaucoup apprécié lire votre, je sais pas si c'était une carte blanche, mais je trouvais qu'il se positionnait vraiment à gauche. Et donc j'avais envie de prendre contact avec vous. On a été chahuté, donc très mouvementé. Donc on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais c'est peut-être l'occasion. Et en fait, je vous annonce déjà que pour éventuellement des gens de métal qui seraient intéressés, vendredi 12 juin à midi, je pense, mais je vais vérifier, on a une réunion avec State of the Art et d'autres acteurs voilà, du côté flamand pour essayer de tenter de voir comment est-ce qu'on peut joindre nos forces et créer un mouvement, je pense, qui sera décidément plus à gauche et surtout qui sera constitué exclusivement, je pense, de travailleurs. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, Alice, je t'invite à m'écrire peut-être sur Facebook, je ne sais pas comment on peut communiquer. Ou si tu communiques via la page de Gauche Anticapitaliste, on peut échanger nos contacts. Voilà. Super, merci Sarah. Ce rejet, ça prouve aussi qu'il est difficile de faire confiance à ce gouvernement néolibéral, qu'il faudra encore beaucoup lutter. Stéphane, tu voulais réagir sur les autres questions? J'ai vu que tu avais levé. Oui. Oui, sur la grève, évidemment, une compagnie qui se met en grève, qui vote la grève à Avignon, elle se pénalise, elle perd, je sais pas, Avignon, quoi, tout le monde sait, c'est un investissement 20 à 30 000 euros par compagnie si on joue dans le off. Et le fait est que les compagnies qui étaient programmées dans le IN en 2003, elles n'ont pas été reprogrammées en 2004. Bon. Mais en même temps, l'un dans l'autre, c'est 100 000 personnes qui ont conservé des droits sociaux. C'est-à-dire que nous, si le protocole avait été appliqué, on avait calculé à l'intérieur de notre compagnie, c'est un tiers d'entre nous qui perdaient leurs droits dans l'année. Donc, qui perdaient leurs revenus, en fait, une bonne partie de leurs revenus. Donc, en fait, là, c'est quand même une lutte sur longue. C'est-à-dire c'est une lutte qui a duré 15 ans, qui n'est pas finie d'ailleurs, mais qui a été, j'allais dire, c'est un bon investissement. Moi, quand je me suis réveillé le 26 juin 2003, qu'on a appris la catastrophe que constituait la signature de cet accord, j'ai senti un sentiment de deuil, vraiment comme quand on perd quelqu'un de très proche. C'est-à-dire de se dire, là, notre vie, elle est complètement foutue, on ne va jamais s'en sortir. Et je pense que, bon, après, il n'y a pas d'exemplarité, mais si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Le slogan, il est connu. Hein. Et en plus, et de toute façon, la meilleure. Et après, il y a plein de ruses. La meilleure manière d'être protégé, c'est d'être nombreux. Ça, c'est sûr. La deuxième manière, c'est qu'il faut être nombreux et il faut être interchangeable, pas trop en vue et anonyme. Donc, parce qu'évidemment, on est blacklisté. Après, on peut dire, oui, François disait que c'est un milieu gentil, la culture. Alors peut-être on peut se dire qu'il y a des gens qui vous font un certain crédit, qui disent, ah oui, quand même, ils sont battus, on va quand même pas, bon, pourquoi pas. On perd des dates. Moi, je sais qu'il y a plein de lieux où on ne jouera jamais parce que il y a des gens qui nous ont fait payer, mais 15 ans après, hein, parce qu'ils sont persuadés qu'on avait appuyé sur le bouton grève, alors comme si ce n'était pas les gens qui se mettaient en grève tout seuls. Enfin, je veux dire, justement, il y a une grève, elle se fait avec les gens sur place. Tout le monde sait très bien pourquoi il se met en grève. Et en plus, c'est jamais facile. Mais ça vaut la peine. Et les mouvements têtus sont ceux qui ont réussi à persister. C'est-à-dire, la ZAD, ça a été un mouvement hyper têtu.
Et ça a réussi à durer. Et ouais, c'est vrai que les intermittents, c'est un mouvement têtu. Donc, et déterminé. Ouais. C'est sûr qu'il faut. C'est un peu ça. D'obtenir cette détermination et cette constance, ouais. Je voudrais juste dire un mot, je peux encore dire un mot? Oui. C'est par rapport à la suspicion. C'est-à-dire la suspicion dans tous les systèmes là dont on parle, sociaux, c'est pas un accident, hein. C'est pas un à côté, ah oui, ils sont suspicieux. En fait, la suspicion fait partie du système. Et je dirais même, le système, il est basé sur la suspicion. C'est-à-dire, autrement, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que les gens qui ont des droits sociaux, soient bien convaincus que c'est une dette. Ils sont en dette. On leur a fait la charité. On leur a donné de l'argent. On a bien voulu, hein, mais c'est une dette. Et donc, pour ça, il faut que chaque fois, il faut introduire la suspicion, la fraude, c'est un classique. Il y a une chose qui a tout le temps été répétée dans tous les rapports, c'est les intermittents, c'est des fraudeurs. Comme les migrants, ils mentent. Mais le système ne peut pas marcher si on ne fait pas rentrer dans la tête ça. Oui, donc je vais laisser la parole à François rapidement avant de conclure. Dans quelques minutes, on va conclure. Mais je voudrais rebondir sur ce que Stéphane vient de dire. Pour revenir à Avignon, ce qui avait déclenché dans des assemblées, les gens avec qui j'avais discuté, des techniciens, surtout d'ailleurs, cette espèce de conscience de ce que c'était vraiment, qu'il fallait unir nos luttes, c'est quand j'avais écrit d'ailleurs un texte, Stéphane, que j'avais lu à l'époque et que j'avais passé à ces gens, qui disait, OK, donc on voit bien les acteurs, quand on fait grève, les techniciens qui montaient avec leur t-shirt noir et leur croix sur scène, et les spectateurs qui applaudissaient, etc., etc. Donc ça, c'était les intermittents. Mais les gens qui montaient les chiottes, tu vois, les chiottes démontables, les gens qui agrafent les tapis, les gens qui repeignent les trucs, les gens qui déchargent les camions, les sociétés de gardiennage qui, pendant la nuit, pour un salaire de misère ou je ne sais pas comment ils sont payés au lance-pierre, qui gardent notre matos, ah ben ça aussi, c'est des intermittents. Et c'est comme ça que le déclic s'est fait. Et c'est comme ça qu'il y avait plein de techniciens qui étaient sensibles à ça. On a beaucoup discuté de ça, c'est important. Autre chose, d'où vient ce statut d'artiste au départ? C'est complètement dévoyé maintenant. Maintenant, on présente ça comme, ah oui, comme tu dis, les privilégiés, les profiteurs, etc. Tout ça parce qu'on a une période où il faut tout justifier. C'est l'activation du chômage en Belgique. Ça date de 98, ça. Hein, c'est 98 pour les Français. Hein, un ministre socialiste, en plus, qui avait lancé cette brillante idée qu'il fallait activer les chômeurs. Mais l'origine de ça, c'est tout bêtement que, à nos conditions particulières de travail, il a fallu trouver. En fait, c'est les patrons qui ont eu besoin de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'éclairagistes pour le cinéma ou je ne sais plus trop quoi. Et les gens disent non, non, on veut des contrats. Ben alors, d'accord, vous aurez le chômage. Donc, c'est une espèce de win-win, de gagnant-gagnant. On a des conditions donc là, il y avait un rapport de force. Et on avait gagné ça. C'est une conquête. Et voilà. Donc, il faut revenir à l'origine de ça pour bien comprendre. Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de l'assistance sociale. On n'est pas des assistés, simplement. C'est un mode de fonctionnement avec nos métiers particuliers, les conditions structurelles d'emploi dans notre profession. Hein. Et on voudrait l'étendre à tout le monde, pour ceux qui le pensent. Tout le monde ne pense pas ça dans notre milieu, mais moi, je pense ça, voilà. Martin, veux-tu encore intervenir avant de conclure? Non, pas spécialement. Enfin, il y a des questions sur lesquelles je peux donner des informations techniques, bien sûr, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici, notamment sur les conditions de la CP 304. Mais ça ne m'étonne pas qu'on parle de la CP 304 parce que c'est bien sûr la commission paritaire du spectacle, mais c'est aussi la commission paritaire où sont tous les travailleurs qui passent par Smart et qui travaillent d'ailleurs dans le spectacle ou qui ne travaillent pas dans le spectacle. Ça, c'est un petit peu délicat dans le fonctionnement de Smart, c'est que en fait, beaucoup de gens ne sont pas sur la bonne commission paritaire. Mais bon, peu importe.
Voilà. Oui, les guides culturels aussi qui travaillent à la Smart, à mon avis, doivent être dans cette commission. Donc, Sarah, très rapidement, Sarah, tu veux... Très rapidement, j'ai une info, je suis désolée, le rejet des amendements, c'était sur une résolution de loi proposée par le PTB, donc c'est pas la fameuse loi PS, my mistake, désolée, je voulais juste corriger ça. Voilà. Qui sera votée, les amendements, ce sera voté normalement mardi. Voilà, pour cette loi. Et la proposition de loi sera votée mardi. Voilà, désolée. Merci pour la correction. Il y a peut-être encore un peu d'espoir. Donc, on va conclure ici. Merci à tous et à toutes pour vos interventions qui étaient très enrichissantes et qui donnent pas mal de perspectives pour le secteur encore et la lutte à venir. Je vais faire 3 annonces avant de conclure. Donc, n'oubliez pas qu'il y a la manifestation Black Lives Matter dimanche. Donc, la gauche anticapitaliste soutient la lutte contre le racisme et les violences policières aux USA. Mais en Belgique aussi, rappelons-le, la police tue aussi en Belgique. Donc le groupe culture de la gauche anticapitaliste invite les travailleurs et les travailleuses des arts à nous rejoindre pour poursuivre la réflexion dans la lutte. Et enfin, donc le prochain débat que nous allons organiser se passera mardi 23 juin à 20h. Donc, ce sera cette fois-ci sur les luttes antiracistes et anticapitalistes, de nouveau donc en live sur Facebook. Et d'autres débats auront encore lieu sur notre page. Donc, n'hésitez pas à liker et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite donc une excellente soirée.